Moi, je m'intéresse aux jeunes adultes, en particulier aux jeunes adultes, donc pas les adolescents. Jeunes adultes, pour moi, c'est autour de 18, 30, 35 ans, dépendamment des balises du gouvernement. Et en particulier aux jeunes adultes non diplômés du secondaire et en situation de précarité. Okay, ça, c'est vraiment ma population de référence régulée. Et je m'intéresse aussi aux pratiques informationnelles. Et quand on regarde la littérature, on voit qu'il y a beaucoup de littérature sur comment les jeunes adultes cherchent l'information. Sauf que il y a vraiment peu de littérature sur quand ils cherchent l'information sur la formation et le travail. Okay? Ce qui est quand même assez paradoxal dans la mesure où on sait combien le travail représente une place importante dans nos sociétés industrialisées. Et moi, je me suis vraiment, ici, c'est vraiment une jeune inexplorée qui s'est fait à moi, et je suis avec mon sac de l'outil à explorer ce merveilleux terrain de recherche. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé quand je parle de formation et travail, je ne parle pas de la formation sur l'école et l'emploi. On va le voir tantôt pourquoi, parce qu'il y a vraiment un enjeu ici sémantique pour moi. Mais je trouve ça intéressant de m'intéresser aux jeunes adultes parce qu'ils vivent, on sait très bien dans le sujet de la jeunesse que les jeunes adultes vivent beaucoup de transitions en très peu de temps. On part de la maison, on diplôme, première job, première blonde, etc. Et d'autre part, au Canada, on a ce discours public qui insiste sur le fait que les jeunes étant nés et grandis dans un environnement numérique, nous sont donc de grands consommateurs de technologies, d'information et de communication. On l'a vu aujourd'hui, c'est le cas. Mais, et là je rejoins beaucoup le discours de Fabien Grandjean, un sociologue qui travaille beaucoup là-dessus en France, à l'effet qu'il ne faudrait surtout pas tomber dans le piège d'homogénéiser les pratiques informationnelles des jeunes adultes. C'est pas parce qu'ils vont souvent sur YouTube ou sur Facebook que, automatiquement, ils vont aller sur Internet instinctivement pour aller chercher l'information sur les métiers ou sur les programmes d'études. Alors, pour moi, ici, il y avait une sorte de fait social incontesté, incontestable, puis je voulais vraiment vérifier et essayer un peu de déconstruire. Et c'était pour moi pertinent d'explorer ça. Et ce que je vais présenter aujourd'hui, il y a des choses que j'ai déjà présentées à la journée d'études du 13 novembre, mais il y a aussi une analyse comparative que j'ai faite avec des jeunes adultes non diplômés à 60 qualité, mais aussi des jeunes adultes qui sont au cégep. Donc, je voulais voir vraiment, au niveau des pratiques informationnelles, comment ça se passait entre ces deux populations, qui sont très proches, mais aussi très, très lointaines à bien des égards. Donc, le résultat que je vous présente, c'est d'abord deux analyses secondaires, c'est-à-dire que ce ne sont pas des données que j'ai collectées, mais j'utilise des données qui ont été collectées dans le cadre d'autres recherches, que je réinvestis dans une analyse dont je vous présente les résultats aujourd'hui. Donc, rapidement, je vous présente les deux recherches pour vous donner un peu de contexte. La première s'appelle ESJAS, pour études longitudinales auprès de jeunes adultes en situation de précarité. Donc, c'est une des rares enquêtes longitudinales auprès des jeunes adultes de cette population-là au Québec. C'est 5 vagues d'enquête annuelles qui ont commencé en 2006 avec un N initial de 45 jeunes adultes. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les 45 pendant les 5 vagues, donc, mais au départ, on en avait 45. Et ce qui était vraiment intéressant pour la suite des choses, c'est qu'on voulait, l'outil de la recherche, c'était vraiment de comprendre le rôle des réseaux sociaux et les apprentissages que les jeunes adultes développent dans les transitions qu'ils vivent dans leur passage à l'âge adulte. Et dans l'instrumentation utilisée par l'équipe de recherche, ils voulaient voir, oui, qu'est-ce qui se passe dans le trajectoire scolaire, mais aussi trajectoire d'emploi, mais aussi qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel, au niveau résidentiel, au niveau amoureux et au niveau santé. Donc ça a donné un corpus d'entretien qui, moi, m'a permis vraiment de voir qu'est-ce qui se passait au niveau de la formation et du travail. Donc le résultat que je vais vous montrer, c'est vraiment juste au niveau de 3 vagues d'enquête. Pourquoi 3 vagues seulement? Parce que je voulais vraiment avoir seulement les jeunes adultes, c'est-à-dire 22 sur les 45, où on avait pu avoir un suivi consécutif sur 3 ans. Parce que d'un point de vue méthodologique, si on en perd un pendant une année, puis on le retrouve l'année suivante, ça biaise un peu les données. Donc sur les 45, j'en ai 22, ce qui représente un corpus d'environ une centaine d'entretiens. La deuxième enquête que j'ai utilisée pour les jeunes adultes au cégep, c'est celle de Persévérance. Aussi une enquête longitudinale, mais beaucoup moins longue, sur 1 an et demi, auprès de 96 jeunes adultes, cégep de Sherbrooke, cégep du Vieux-Montréal, et le troisième, je ne m'en rappelle plus, mais était à Montréal. La particularité de cette enquête-là, c'est qu'elle a eu lieu pas au printemps érable, mais la grève étudiante bien avancée en 2005. Donc, ça a eu beaucoup d'impact sur la recherche. Mais ça m'a permis quand même d'avoir accès à des informations évidemment sur la formation et la précision d'études, mais aussi sur le travail. Et comme vous allez voir tantôt, l'analyse comparative que j'ai faite entre les jeunes adultes
en situation de précarité et cégepien, c'est vraiment au niveau de bifurcation biographique. Je vais définir tantôt qu'est-ce que j'entends par bifurcation biographique, mais c'est vraiment ce qu'on appelle rapidement un type de transition très spécifique, c'est-à-dire des transitions dites imprévues, qui arrivent dans le parcours du jeune adulte, puis qui amènent beaucoup de conséquences pour la suite des choses, pour lui ou pour elle. Donc un peu comme l'ont dit tantôt mes collègues, dans la posture que j'ai par rapport à cette population-là qui est jugée vulnérable à bien des égards, j'aimerais rappeler ici la citation de Schwartz, que je trouve très pertinente et qui me suit dans ma vigilance comme chercheur. Les héritages de mots sont aussi des héritages d'idées. Quand on emploie une catégorie, qu'on le veuille ou non, on accomplit un geste qui va bien au-delà de la simple reprise de mots. On hérite de tout un patrimoine de représentations, d'explications qui ont été progressivement accumulées à propos de cette catégorie. Donc les choix de mots qu'on fait ne sont évidemment pas innocents. Pourquoi je rappelle ceci? C'est parce que justement, je ne parle pas d'information scolaire et professionnelle, puisque dans mon champ disciplinaire d'origine, l'orientation professionnelle, on parle d'information scolaire et professionnelle, et ça renvoie à l'idée que ce qui est pertinent d'apprendre sur la formation, c'est ce qui relève d'un établissement d'enseignement reconnu par le ministère et qui aboutit à un diplôme. Ça veut dire que pendant plusieurs décennies, tous les savoirs en sage développés hors de l'école n'étaient pas visibles socialement. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas, et je trouvais que c'était encore plus important pour des jeunes adultes en situation de précarité, pour qui, généralement, pas toujours, mais généralement, ils ont développé un rapport assez, on va dire, chaotique par rapport à l'école. Et donc, ils apprennent aussi à l'extérieur. C'est la même chose pour professionnels. Je parle maintenant moins plus d'informations sur le travail, parce que professionnel, historiquement au Québec en tout cas, on voit beaucoup à l'emploi, c'est-à-dire comme activité de travail légale, rémunérée. Or, on sait que les jeunes adultes, surtout ceux en situation de précarité, ont d'autres sources de revenus que l'emploi rémunéré légal, comme par exemple les activités criminelles. Et moi, je voulais vraiment m'intéresser à ça, surtout dans des sociétés hautement différenciées, où les individus se développent et socialisent dans différents contextes. Donc c'est pour ça, et donc aussi je m'inscris, vous connaissez sûrement le rapport de l'art sur l'apprentissage tout au long de la vie, mais aussi tout au large de la vie, dans la mesure où on apprend dans d'autres sphères que l'école et l'emploi. C'est pour ça, par exemple, que je socialise beaucoup mes étudiants, puis je me trouve très fatigant par rapport à ça. Je leur dis, dans ma classe, quand vous ne dites plus des décrocheurs, vous dites des jeunes adultes qui ont interrompu leurs études. Pourquoi? Parce que décrocheur, ça a cette connotation d'irréversibilité. Tu as décroché, c'est fini, tu ne reviendras plus. Or, on sait dans la recherche, surtout auprès des adultes, que beaucoup de jeunes adultes qui ont interrompu finissent par revenir à l'éducation d'adulte pour chercher leur diplôme d'études secondaires. Première des choses, puis ce que je leur dis aussi, c'est qu'avec moi, vous ne parlez pas de jeunes adultes précaires, mais vous parlez de jeunes adultes en situation de précarité. Parce que jeunes adultes précaires, non seulement ça renvoie l'idée qu'on les réduit à leur précarité, mais qu'en plus, toute leur vie est précaire. Or, on sait que je peux être précaire au niveau du travail, mais pas du tout précaire dans ma vie relationnelle, amoureuse, etc. Fait qu'il y a vraiment cette idée de, quand on choisit des mots, on choisit aussi des idées. Et c'est vraiment dans cette perspective-là que j'ai vraiment mené mes analyses secondaires. Il y a deux éléments conceptuels que je trouvais intéressant d'aller mobiliser pour ma recherche. Donc moi, mes deux disciplines d'origine, c'est l'orientation scolaire professionnelle, mais aussi la sociologie. Et quand j'ai commencé à fouiller là-dedans, qu'est-ce que pouvait m'offrir la sociologie et l'orientation sur les pratiques informationnelles, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Okay? Donc j'ai dû me tourner vers les sciences de l'information et des communications, surtout au niveau de ce qui se passe en Amérique du Nord anglophone. Et là, j'ai trouvé un concept extrêmement fécond sur le plan théorique et empirique, qui est le concept d'horizon informationnel, qui est en gros l'ensemble des sources d'information qu'une personne considère comme étant pertinentes lorsqu'elle recherche de l'information sur un sujet en particulier. Donc là, on voit dès la première phrase que ce qui importe pour moi, c'est le sens que donne la personne à ce qu'elle vit. Okay? Donc, ce qui fait de la recherche d'information une activité socialement située dans des contextes donnés. Donc, c'est vraiment le contexte qui va me dire pourquoi j'ai besoin de telle information, puis pourquoi je vais me tourner vers telle ou telle personne par rapport à l'information que je recherche. Et ce qui est vraiment intéressant, ce que rajoute Savolainen et Carrie par rapport à l'horizon informationnel, c'est que dans l'horizon informationnel, va figurer dans mon horizon informationnel des sources d'information, c'est-à-dire celles qui, implicitement, je considère comme étant les plus légitimes et les plus pertinentes à mon point de vue quand j'ai besoin d'informations. Okay?
Un exercice que je fais à toutes les années avec mes étudiants de première année du bac en orientation. Je dis, bon, vous êtes en orientation, votre première année d'université. Auprès de qui vous êtes tourné pour faire votre choix d'université? Aucun ne m'indique conseiller d'orientation. D'après vous, qui ils indiquent? Leurs amis, leurs parents, Internet, etc. Okay. Alors qu'il y a des professionnels formés, deuxième cycle universitaire, présents dans les CJE, dans les cégeps, etc., dans les écoles secondaires, pour ça. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, ça me vient confronter un peu comme présentation, mais en même temps, je me dis, c'est là où il y a la demande. Okay? Donc, j'ai mobilisé ce concept-là que je trouvais extrêmement intéressant. Donc, quelques éléments de méthodologie. Donc, c'est vraiment une recherche qualitative, thématique, soins de pivot. Au niveau de la formation, là aussi, il existe une multitude de définitions conceptuelles sur qu'est-ce que c'est l'information. Moi, celle la plus pertinente que j'ai trouvée, que je trouve s'applique bien, et pertinente à la proposition que j'étudie, c'est celle de Shenton et Dixon qui disent, traduction libre, information est tout matériel jugé subjectivement utile par les jeunes adultes pour résoudre des situations. Donc, si on prend un jeune qui cherche un emploi, qui ne sait pas quoi faire après le cégep, mais qui va à l'université, j'ai besoin d'informations pour résoudre un problème qu'il fait face. Donc, je vais prendre toute l'information qui, pour moi, fait du sens pour résoudre ce problème-là. Et c'est pour ça que je veux vraiment sortir de ce carcan de l'information scolaire, parce qu'on sait que les jeunes adultes ne vont pas juste chercher ce qui est scolaire quand ils vont faire un choix sur le scolaire. Ils ne vont pas chercher des informations sur l'emploi quand ils cherchent un emploi. C'est beaucoup plus large que ça. C'est pour ça que dans ma méthodologie, quand j'ai monté mon arbre thématique, je disais à mes officiers de recherche, dans les entretiens, au niveau de la formation, cherchez évidemment tout ce qui est formel, donc DES, CEGEP, etc. Mais aussi tout ce qui est informel, là je reprends la typologie de Poisa, c'est-à-dire tout apprentissage développé, par exemple, dans un établissement, mais qui n'est pas d'enseignement. Par exemple, un atelier de recherche d'emploi dans un carrefour jeunesse emploi. Ou tout ce qui est non formel. Par exemple, l'exemple que moi j'aime beaucoup, c'est le jeune adulte qui me dit « J'ai appris quelque chose de vraiment fondamental en fin de semaine, faire une lasagne. » Il a appris quelque chose. C'était pas structuré, mais pour lui, ça fait du sens. Et à partir de ce moment-là, je leur dis « Codez-moi ça. » Au niveau du travail, évidemment, tout ce qui est emploi, mais aussi tout ce qui est bénévolat, stage, activités criminelles. Au niveau des sources, typologie, là je reprends ce qui est le plus prégnant dans la littérature. On va distinguer les sources relationnelles, c'est-à-dire les sources humaines, et les sources non relationnelles, les sources non humaines, mais aussi les sources institutionnelles, c'est-à-dire celles qui sont créées avec un mandat spécifique pour transmettre une information particulière, par exemple Emploi Québec, l'information sur l'emploi, et les sources non institutionnelles, par exemple mon père, ma blonde, etc., qui n'a pas pour mandat spécifique de me donner l'information sur le travail, mais vers qui je vais me tourner pour avoir l'information sur le travail. Donc, en cohérence avec la journée d'études d'aujourd'hui, je me suis vraiment, le truc que je vais vous montrer, ça reste vraiment sur tout ce qui est sources numériques. Donc, site web, courriel, forum, messagerie instantanée. Ça, je vais passer là-dessus. Donc, si je prends par exemple sur mes jeunes adultes non diplômés, ce sont des caractéristiques dans une centaine d'entretiens de jeunes adultes, sur 290 déclarations spontanées. Spontanées, différence de provoquer, c'est-à-dire que c'est vraiment, comme c'est une année secondaire, on recueille vraiment ce qu'ils ont dit dans l'entretien. Sur 290 déclarations spontanées sur les sources d'information, donc que ce soit formation, travail ou intégration sociale, ce qu'on a appelé pour regrouper santé et logement, 111 étaient associés aux sources non relationnelles. Donc les 2 tiers des jeunes s'intéressaient et demandaient à des êtres humains. Donc 38% étaient des sources non humaines, et sur les 111, sur la formation et le travail d'intégration sociale, 16 étaient identifiés aux sources numériques. Donc, les autres, c'était simplement le journal, la radio, la télévision, etc. Donc, seulement une source sur 20 était numérique. Spécifiquement par rapport aux sources de la formation et le travail, donc si j'enlève l'intégration sociale, 11 déclarations seulement reliées à ça. Sur 22 jeunes, une centaine d'entretiens. Et toutes ne sont associées qu'à une seule source numérique, Internet. Quand on fait une ventilation de ces 11 déclarations, il y en a 3 qui sont reliées à la formation formelle. Par exemple, me renseigner sur le site du Centre d'éducation de l'adulte pour obtenir mon DES à distance. Ou par exemple, comment obtenir mes cartes pour travailler dans la commission de la construction du Québec. Au niveau de la formation informelle, des échanges par messagerie instantanée, par exemple, avec un ami qui travaille en informatique pour savoir comment naviguer sur Internet.
Et ici, j'ai une jeune, par exemple, qui textait avec un ami parce que son chum, à elle, venait d'avoir un job sur une ferme et il lui avait proposé de travailler avec elle sur la ferme. Puis elle ne voulait pas passer pour une niaiseuse. Et qu'elle savait qu'une amie avait travaillé sur une ferme. Puis elle dit, dis-moi comment on fait pour travailler une vache parce que je ne veux pas avoir l'air d'une folle de mon chum. Puis que ça se passait par texto parce que son ami restait évidemment... Et ça, je trouve ça... Par texto, apprendre à traiter une vache. Pour l'emploi, c'était beaucoup plus classique parce qu'en fait, ils recherchaient sur Internet pour ce pas un emploi ou des informations sur un secteur d'activité. Donc, quelques exemples rapides de verbatim. Daphné, qui avait pour loisir un art du cirque, le trapèze, finalement s'est découvert une passion pour ça à tel point qu'elle a développé, elle en a fait un objectif professionnel et qui consulte régulièrement des vidéos sur YouTube. Des fois, je regarde des vidéos de trapèze sur YouTube, puis ça me donne des idées de passes que je peux essayer, des trucs comme ça. C'est toujours inspirant. Ou encore Anthony qui dit checker des jobs dans les journaux sur Internet, j'ai appelé puis il m'a engagé. Okay? Ou encore Jacob qui avait une opportunité d'emploi à l'extérieur du Québec, qui dit puis finalement j'ai décidé d'y aller voir comment c'était, on a regardé sur Internet qu'est-ce que c'était. Okay? On ne peut pas avoir plus, vous vous rappelez, les données n'ont pas été recueillies spécifiquement par rapport à mes objectifs de recherche. Si on prend par exemple maintenant la comparaison entre les bifurcations biographiques chez 7 jeunes adultes et chez 7 cégepiens. Je trouvais ça intéressant de parler sur les bifurcations biographiques, premièrement pour une raison d'opportunité. J'ai fait ma thèse sur les bifurcations biographiques chez des jeunes adultes, ça c'est en précarité. Et avec Maria Prignan, on avait fait un article sur les bifurcations biographiques chez des cégepiens. J'ai pris ces 15 bifurcations, puis je me suis dit, quand tu vis une bifurcation, une transition imprévue, c'est un moment qui engage des enjeux importants pour toi. Il y a une intensité, il faut que tu trouves une solution, tu as plusieurs choix, il faut que tu fasses un choix, et ça peut avoir des conséquences importantes sur la suite de ton parcours. Et là, je me suis dit, le jeune, toujours en ayant en tête ma définition conceptuelle de l'information, vers qui il va se tourner pour trouver l'information, pour tenter de résoudre ce problème. Et j'ai trouvé ça intéressant d'aller fouiller à ce niveau-là, parce que je partais de l'idée qu'a priori, quand j'ai pas beaucoup de temps, que j'ai un gros problème à résoudre, ben, a priori, je vais me tourner vers les sortes d'informations qui me paraissent les plus accessibles, les plus légitimes, les plus crédibles à mes yeux. Donc, rapidement, chez les jeunes adultes, j'en ai ciblé 2 au niveau de la formation, 3 au niveau du travail, puis 2 au niveau plus de l'intégration sociale. Donc, vu le temps qui me reste, je n'élaborerai pas là-dessus. Mais vous ne serez pas surpris d'apprendre que pour les cégepiens, c'était beaucoup de bifurcations reliées à des réorientations de parcours. Okay? Certains, on en voit beaucoup des jeunes adultes au cégep qui changent de parcours au cégep, mais il y en a certains quand même là-dedans. Par exemple, on voit Jérémy qui a quitté un emploi stable comme ébéniste, très bien payé, pour retourner étudier dans un DEC universitaire pour faire éventuellement un doctorat en histoire. Okay? Ce qui est assez particulier. Donc, quand on prend chez les jeunes adultes non diplômés, dans les bifurcations biographiques, sur les sources d'informations sur la formation, il y en a 11 qui sont relationnelles et 11 qui sont non relationnelles. Donc, ils sont tournés vers 11 sources humaines et 11 sources non humaines pour chercher l'information sur la formation. Et sur les non relationnels, 3 seulement sont d'ordre numérique. Sur le travail, 6 sources ont été mobilisées. Sur les 6, 3 sont non relationnelles et aucune est d'ordre numérique. Okay. Là, on parle pour les jeunes adultes. Chez les cégepiens, dans leur bifurcation, sur les 11 déclarations, une relève de l'information sur la formation d'ordre numérique. Et sur le travail, où là, il faut nuancer quand même, parce que dans la mesure où les cégepiens sont aux études à temps plein, le travail est à une place moins importante. Sur 11 déclarations, 2 relèvent seulement de l'ordre numérique. Donc, ce qu'on constate évidemment, c'est que les sources d'information de la catégorie numérique sont extrêmement minoritaires chez les jeunes adultes quand vient le temps pour eux de chercher l'information quand ils vivent une transition imprévue. Par contraste, ça fait ressortir que les enjeux de proximité sont déterminants chez les jeunes adultes. Un exemple, j'ai un jeune adulte qui était au cégep. Au lieu d'aller consulter, c'est au cégep de Sherbrooke que je connais très bien parce que j'y ai travaillé pendant 10 ans, au lieu d'aller voir les 6 CO qui étaient là-bas, il a préféré faire 2 heures de route, retourner voir son CO de l'école secondaire pour avoir l'information.
parce qu'il avait développé un lien de confiance avec eux. Donc c'est extrêmement significatif dans ces transitions-là pour les jeunes adultes. Et ça ressort d'autant plus pour les jeunes adultes en situation de précarité parce que eux, c'est avec les intervenants. Autant pour les intervenants, la porte d'entrée, c'est leur expertise, travail social, conseil d'emploi, etc. Mais pour le jeune adulte, après, une fois que le lien de confiance est fait, que tu sois TS, psycho-éducateur, etc., je m'en fous. Si j'ai besoin d'informations sur le travail ou sur la formation, c'est toi que je vais aller voir. C'est pas le pensionnaire. Parce que c'est avec toi que j'ai développé un lien de confiance. Ça interroge évidemment la pertinence des dispositifs institutionnels qui existent. CGE, Emploi Québec, etc. Pas tant leur existence que les stratégies retenues pour les rejoindre, ces jeunes-là en matière informationnelle. Ça pose aussi une question qui a été déjà soulevée dans la journée, comme le dit, soulevé aussi par Delessal en France. Des jeunes adultes disent les dépliants, les pamphlets, les sites web sont faits par des adultes. Pour nous, mais ça ne nous intéresse pas. Il faudrait que ça soit fait vraiment par des jeunes comme nous, comme l'a montré plusieurs ce matin. Et aussi, évidemment, il faut éviter, comme je disais tantôt, d'éviter d'homogénéiser les pratiques informationnelles. Une association qu'on fait beaucoup les pouvoirs publics, de dire qu'ils utilisent beaucoup Facebook, Twitter, etc. Donc, on va passer aussi par là pour les rejoindre. Il faudrait vraiment nuancer ces pratiques-là. Et au niveau, je n'ai pas pu m'intéresser beaucoup aux inégalités numériques chez les jeunes adultes, mais on s'aperçoit dans le résultat que les jeunes adultes en situation de précarité peuvent compenser ces lacunes-là, entre guillemets, avec l'appui des intervenants qui, eux, sont dotés en les clés pour pouvoir naviguer sur les sites internet. Voilà. Merci beaucoup.